Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire France Biotech Effort sur la nouvelle réglementation concernant les dispositifs médicaux et l'intelligence artificielle. Je vais me présenter succinctement. Je suis Mathieu Boutemi, le responsable des relations institutionnelles chez France Biotech, notamment en charge des sujets MedTech et santé numérique, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec nos experts Katharina, Ibrahima, Laure, que je vais laisser se présenter juste après. Voilà, merci pour votre présence. Et donc peut-être en préambule, rappeler dans les grandes lignes ce qu'est France Biotech, parce que comme son nom n'indique pas, nous on compte aussi des entrepreneurs de la MedTech et de la santé numérique parmi nos adhérents. Et on adresse assez fréquemment ces sujets liés à la medtech et à la santé numérique autour de la réglementation qui évolue. Et voilà, donc on a une commission medtech et santé numérique qui sont assez dynamiques, qui permettent de faire de la restitution d'informations, du partage, retour d'expérience entre entrepreneurs. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ces sujets, on sera ravis de vous accueillir. Donc c'est des réunions qui se déroulent toutes les 6 à 8 semaines, le plus souvent en distanciel, et qui permettent d'adresser tout un tas de sujets en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais tout de suite laisser la parole à nos intervenants. Voilà, je vais laisser vous présenter et dérouler le webinaire. Juste avant, donc vous avez en bas à droite de votre écran un onglet questions et chat qui vous permettent d'interagir avec les intervenants. Donc on pourra voir les questions qui sont posées et on pourra y répondre au fil de l'eau ou en fin de webinaire, une fois que les présentations auront été faites. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà, Katharina, si tu souhaites poursuivre. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue à toutes et à tous et à notre webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Katharina Legel et je suis responsable technique de communication technique et scientifique au sein du groupe Effort, en charge de la diffusion de nos diverses expertises en interne mais aussi en externe auprès de nos clients et auprès des membres de France Biotech par exemple. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe de France Biotech pour cette belle opportunité et la mise en place de ce webinaire. L'organisation était au top, donc merci à vous. Et ensuite, je souhaite exprimer un grand merci à vous tous de vous connecter pendant votre pause midi aujourd'hui et pour ceux qui vont regarder ce webinaire en replay. Avant de passer le microphone à Ibrahima et Laure qui vont par la suite vous présenter le webinaire d'aujourd'hui, je me permets rapidement de vous présenter la société Effort en quelques slides. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le groupe Effort est un leader européen du conseil en Life Sciences. Aujourd'hui, nous accompagnons près de 800 clients dans les secteurs pharma, medtech, biotech, cosmétiques, sciences vétérinaires et agroalimentaires, avec nos équipes reparties à travers 21 agences en France, en Belgique, en Suisse et aux États-Unis. Dans le futur proche, nous avons pour ambition de solidifier notre réseau européen avec des expansions dans les Nordiques, en Allemagne et aussi en Italie. Donc, nos équipes interviennent soit en assistance technique ou en mode forfait sur l'ensemble du cycle de vie des produits de nos clients, en assistant lors des phases plutôt... Oh, ça... C'est un peu plus rapide que prévu dans le déroulement. Donc, on peut intervenir lors des phases plutôt découvertes, lors des phases de recherche et découverte, essais précliniques, dans les phases d'essais cliniques, lors de la certification, mais aussi dans la phase post-production, en production, avec des interventions en ingénierie, en validation des équipements des systèmes ou des systèmes informatisés, en assurance qualité et aussi en vigilance. Et du coup, vous avez là les présences. Aujourd'hui, le groupe compte 2500 salariés avec 2100 consultants
200 experts de la direction technique et 200 personnes rattachées à la structure qui mènent environ 20 000 entretiens de candidats par an. Donc, juste pour vous dire qu'on est très sélectif sur les profils que nous recrutons par la suite. Le groupe est un des seuls acteurs sur le marché du conseil qui a un département technique comprenant donc 200 profils de haut niveau. Ce sont soit des doctorats, des data scientists, des personnes avec plusieurs années d'expérience sur le dos qui soutiennent les activités à la fois commerciales en garantissant aussi notre expertise technique, qui interviennent lors des formations pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients, et qui sont une vraie vitrine pour le recrutement de nouveaux talents. Donc, je vais pas tarder à passer le microphone, mais j'aimerais bien accentuer rapidement sur le fait qu'on a un centre data, un lab IA, parce que le sujet d'aujourd'hui s'y prête. Nous avons également un centre des audits qui mène 200 audits par an, un centre de formation qui est certifié Calliope. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou prendre contact via la plateforme Les Permanences de France Biotech. Nous sommes bien joignables via ce biais également. Donc, et maintenant, without further ado, comme disent les Anglais, je passe le microphone à Ibrahima. Et alors, merci à tous et bon webinaire. Merci Katharina pour cette présentation. Donc, je m'appelle Pay Ibrahima, je suis consultant chez Effort depuis plus de 2 ans. Donc, en fait, j'accompagne des clients donc sur des thématiques sur la partie qualité et sur la partie réglementaire pour l'obtention du marque ACE. Partie qualité, du coup, on accompagne nos clients pour la certification de leur système qualité ou toute autre thématique suite à des audits. Et donc, l'idée, en fait, c'est de présenter, en fait, l'impact de l'IA sur la réglementation et faire un focus vraiment sur la partie dispositifs médicaux côté santé. Donc pour ce faire, l'idée, c'est d'expliquer l'impact de l'IA, en fait, du nouveau règlement sur les DM et dans une seconde partie, en fait, de détailler, en fait, la méthodologie de mise en conformité par rapport au nouveau règlement, c'est-à-dire l'IA Act et l'ISO 42001 sur la partie système qualité. Et donc par la suite, sur la dernière partie, en fait, Laure va nous présenter un retour d'expérience de leur entreprise suite à une soumission d'un dossier 510K aux US. Et par la suite, vous pourrez, sur la dernière partie, l'idée c'est de faire une conclusion, en fait, et de répondre à vos questions. Donc c'est cette première partie. Comment en fait ce règlement s'applique aux dispositifs médicaux. Donc juste un petit rappel, en fait, pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des révolutions techniques, en fait, ça s'est accompagné, en fait, d'un nouveau cadre réglementaire. Donc de ce fait, avec l'avènement de l'IA, c'est là qu'il y a eu la publication de l'IA Act en 2023. Et que voilà, donc et qui concerne pas mal les acteurs sur le côté réglementaire. Juste une définition. Donc, cette notion d'intelligence artificielle, ça a commencé dans les années 50, dans la foulée des réflexions d'Alan Turing, qui était un mathématicien, qui se posait la question à savoir si un jour les ordinateurs seraient capables de penser ou juste, en fait d'imiter des choses qu'on aurait dictées. Donc, voilà. Et par la suite, là, actuellement, la définition du côté du Parlement, c'est de définir l'IA comme tout outil qu'on utilise par une machine qui est capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc, ça vous donne, là, c'était juste pour faire une introduction sur l'IA. Maintenant, en fait, quelles sont les cibles? Quels sont les acteurs qui sont concernés, en fait, par l'IA? Donc, dans l'article 2, c'est bien défini, en fait, que l'IA s'applique aux fournisseurs, donc, qui vont mettre sur le marché ou qui vont mettre en service un système IA dans l'UE ou dans des pays tiers. Et de même que les utilisateurs des systèmes IA qui sont dans l'UE sont concernés, pas juste les fournisseurs, mais les utilisateurs aussi. Les utilisateurs, donc de même que les fournisseurs et les utilisateurs qui sont hors de l'UE, mais dont l'output, en fait, de leur système, c'est utilisé
dans le territoire UE sont concernés aussi par ce nouveau règlement, de même que les fabricants de produits plus les mandataires des fournisseurs. Donc, c'est-à-dire que des fournisseurs qui sont pas dans l'UE peuvent avoir des mandataires, comme c'est le cas actuellement dans les dispositifs médicaux. Maintenant, l'idée, c'est que cette réglementation est vraiment axée sur une approche risque, c'est-à-dire, par exemple, tous les produits qui font l'objet d'une évaluation de conformité par une tierce partie seront classés avec un niveau de risque qui est très élevé. Et donc, du coup, c'est le cas des dispositifs médicaux qui ont besoin d'avoir un marquage CE, donc suite à une évaluation de conformité par une tierce partie. Donc, de là, ça vous permet de savoir, en fait, quels sont les acteurs qui sont concernés par l'IA Act. Donc, sur cette partie, c'est juste, en fait, de vous donner quelques termes connexes qu'on retrouve dans l'IA Act et dans les règlements des dispositifs médicaux, que ce soit des études cliniques, la gestion des données, vie privée, certaines normes comme la 40-2001, la 23 894 sur la gestion des risques côté intelligence artificielle. Donc, les différents types d'IA qui sont prédictifs, les modèles et tout ce qui est système qualité, en fait. Ça vous permet d'avoir le wording qu'on utilise, en fait, sur cette partie. Donc, voilà. Donc l'idée, ce serait que maintenant, l'IA, c'est une réalité qui nous entoure, qui impacte différents types de secteurs. Donc, si on se concentre sur le secteur de la santé, l'idée, ce serait que pour les acteurs qui fournissent des SIA qui sont embarqués dans des dispositifs médicaux, donc ce serait d'être conforme avec l'IA Act qui va garantir la sécurité et les droits fondamentaux des personnes et des entreprises. Et en même temps, côté dispositifs médicaux, que ce soit les dispositifs médicaux et sur la partie diagnostic, l'idée, c'est que le règlement va garantir la sécurité et la performance des dispositifs. Donc, le but, c'est d'être conforme à ces deux types de réglementation. Et par la suite, on va montrer comment les entreprises sont impactées et la méthodologie à mettre en place. De ce fait, en fait, l'IA Act il y a différents objectifs qu'on peut résumer sur le fait de garantir que les systèmes qu'on va mettre sur le marché sont sûrs et que ça va respecter la réglementation qui est définie sur les droits fondamentaux sur les droits fondamentaux, puis les valeurs qui sont définies dans l'UE, d'assurer la sécurité juridique. Donc, de ce fait, s'il y a une sécurité juridique, ça va permettre aux différents acteurs de pouvoir investir et de favoriser en fait l'innovation. Et dans le même temps, de renforcer la gouvernance par l'application de la législation sur les droits fondamentaux et la sécurité. Et après, de faciliter qu'on ait un marché unique pour tous les acteurs qui sont dans l'UE. Donc, de ce fait, il y a différentes dispositions qui sont décrites dans l'IA Act. Donc, à savoir, suivant la classification du produit, son niveau de risque, il y aura des interdictions qui seront mises en place. De même manière, il y aura des exigences qui sont spécifiques pour les dispositifs qui ont un risque élevé, c'est-à-dire qui auront besoin d'avoir une évaluation de la conformité par une tierce partie. Et en même temps, pour pouvoir remplir ces objectifs, l'idée, c'est de mettre en place des règles de transparence pour les différents acteurs. Donc, ce sera à travers des normes qui seront publiées, de mettre en place des mesures de soutien pour l'innovation et toutes les règles qui sont définies pour la surveillance de ces produits quand ils seront mis sur le marché. Donc, juste cette partie, c'est pour souligner qu'en fait, l'idée, en fait, la philosophie d'AIR est vraiment basée sur une approche risque. En fait, il y a différents niveaux de risque qui sont définis en fonction, en fait, de l'impact que peuvent avoir ces systèmes IA. Donc, pour les risques qui sont bas, en fait, il n'y aurait pas besoin d'exigences, juste des codes de conduite qui sont définis dans l'IA Act. Donc, pour les dispositifs qui ont un risque limité, c'est de faire preuve de transparence, c'est-à-dire que les utilisateurs puissent savoir qu'ils sont en interaction avec un système IA. Pour la classe de risque élevé, donc là, c'est comme dit juste avant, c'est les dispositifs qui ont besoin d'avoir une évaluation de conformité par une tierce partie. Donc, il y a un certain nombre d'exigences qui sont définies
pour garantir la sécurité et la performance de ces dispositifs. Et la dernière partie, c'est des risques qui ne sont pas acceptables, donc qui sont interdits en fait par la législation, qu'on ne pourra pas mettre sur le marché. Et l'autre approche, c'est qu'il y a une cohérence avec les tests qui sont déjà en place. Donc, par exemple, tous les dispositifs qui sont déjà marqués CE et donc qui vont intégrer de l'IA, l'idée, c'est qu'on puisse quand même garder cette approche marquée CE, mais en même temps, en fait, d'insérer toutes les exigences spécifiques à l'IA qui sont définies dans l'IA Act, de les insérer dans le respect des exigences de ce secteur. De ce fait, la sécurité globale du produit sera couverte par sa législation sectorielle, c'est-à-dire si j'ai un dispositif qui est marqué CE, je vais prendre en compte toutes les exigences de l'IA et quand j'aurai une évaluation de la conformité par mon organisme notifié, toutes ces exigences seront évaluées pendant pendant mon marquage CE. Juste pour vous donner une idée sur le calendrier, en fait, il y aura des délais de mise en conformité qui sont progressifs. Donc, dans un premier temps, c'est que, là où on est, à l'instant T, l'IA Act est en vigueur. Et l'idée, c'est que pour l'année prochaine, donc à partir du 1er février 2025, donc les classifications qu'on a définies juste avant, c'est que les classes à niveau de risque qui ne sont pas acceptables ne pourront pas être mises sur le marché. Donc, disons qu'à partir de février 2025, on ne pourra pas mettre sur le marché des IA qui ont un niveau de risque qui n'est pas acceptable. Donc, par la suite, 1er août 2025, ce sera la deadline pour que les fournisseurs de modèles d'IA qu'on utilise de tous les jours, par exemple, sur des chatbots, doivent se conformer à toutes les obligations, qui leur incombent et qui sont définies dans l'IA Act. Et par la suite, 2026, 1er août 2026, les acteurs dont les IA sont soumis à des évaluations de conformité doivent, tout le texte, tous ces exigences vont s'appliquer à eux. Donc, on va dire que pour des DM qui seront sur le marché ou qui seront sur le marché, qu'ils ont un délai de presque 2 ans pour se mettre en conformité. Et pour la dernière étape, ce sera en 2027 que ce sera l'application complète des obligations qui sont définies dans l'IA Act pour les DM qui ont un risque qui est très élevé. Ce qu'on a constaté, c'est en faisant cette analyse sur les déréglementations, c'est qu'il y a des exigences qui sont communes, donc côté sur la réglementation des dispositifs médicaux et sur les systèmes IA concernant l'IA Act. Donc à savoir de faire une évaluation de la performance, de rédiger sa documentation technique qu'on va soumettre aux autorités, de pouvoir faire des rapports de vigilance quand notre dispositif sera sur le marché. Donc tout ce qui concerne la gestion des données, donc à savoir la cybersécurité, de mettre en place un système de management de la qualité, donc qui sera conforme donc la 13485 côté dispositifs médicaux, 42001 pour les systèmes qui ont de l'IA, de mettre en place un système de management du risque, donc comme dit précédemment, d'avoir une évaluation de la conformité pour les dispositifs qui ont un risque élevé. Et ensuite, il y a un certain nombre d'exigences qui sont définies suivant les opérateurs, qu'on soit fournisseur ou distributeur ou des mandataires. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont communes aux déréglementations, mais on se rend compte que dans l'IA Act, il y a des exigences supplémentaires concernant la gestion des données. De ce fait, par exemple, pour des machine learning qui ont besoin de jeux de données d'apprentissage, de valider des tests, ces données, l'idée, c'est de définir des exigences qui vont permettre de s'assurer de la qualité et de la pertinence des données qu'on va utiliser, qui derrière pourront permettre de prédire un certain nombre de résultats. Donc, pour pas avoir de faux résultats, l'idée, c'est qu'on puisse gérer toutes ces données d'entrée. Et il y a aussi des enregistrements qui sont définis qui vont permettre de suivre une traçabilité. Donc, si on a une erreur sur un résultat, l'idée c'est de pouvoir avoir une traçabilité sur tout ce qui s'est passé tout le long de ce process, à savoir ces enregistrements vont nous permettre, qu'ils appellent log, vont nous permettre d'avoir une traçabilité et de pouvoir trouver la route cause de certains problèmes qu'on
qu'on peut avoir. Et de la même manière, d'avoir une approche risque qui va nous permettre d'identifier tous les risques que peuvent comporter le fonctionnement de notre système IA. Et derrière, de trouver des mesures pour mitiger ces risques. Et ensuite, de faciliter la supervision par l'humain. Pas juste laisser la main à l'IA. Donc derrière, il y a une supervision qui est nécessaire pour permettre d'interpréter des résultats. Et d'assurer une analyse post-market quand notre produit est déployé, pour savoir quels sont les différents incidents qu'on peut avoir. Et derrière, ça nous permet de revoir les process suite à des non-conformités ou des réclamations qu'on peut avoir sur nos produits. L'idée, c'est important de faire un focus sur la partie surveillance humaine. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir il y a pas mal d'exigences qui sont définies dans l'IA Act pour assurer une transparence des utilisateurs et de donner les informations nécessaires aux utilisateurs. Donc, à savoir qu'ils puissent savoir qu'ils sont en interaction avec de l'IA, de leur donner communautés d'utilisation pour qu'ils puissent faire fonctionner cette IA et de pouvoir intervenir s'il y a besoin. Sur cette deuxième partie, l'idée, ce serait d'avoir une méthodologie de définir quelle est la méthode de mise en conformité par rapport à l'IA Act. Donc, pour cela, là, on a défini 4 points. L'idée, c'est de définir de façon précise, quelle est l'utilisation prévue du système IA qu'on embarque dans notre dispositif. Derrière, de s'assurer que cette IA va répondre à la définition de dispositif médical ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont définis dans les différentes réglementations, à savoir la 2017-745 et la 2017-746. Puis, dans le même temps, de pouvoir répondre si notre système va répondre à la définition de logiciel qui est définie dans les MDCG, la 2019-11. Donc, une fois qu'on a défini que notre IA peut être qualifié comme dispositif médical, l'idée, c'est de savoir quelles sont les obligations qui nous incombent. Donc, à savoir, l'idée première, c'est de mettre en œuvre son système qualité. Si on a déjà un système qualité côté IBM qui existe déjà, la 13425, l'idée, c'est qu'on incorpore toutes les exigences de la 40-2001 concernant l'IA, qu'on l'insère dans notre système qualité pour pouvoir être conforme aux 2 systèmes qualité. Et une part importante serait d'avoir un processus de gestion des risques, de pouvoir évaluer l'impact qu'aura notre IA sur les utilisateurs. Donc, de ce fait, côté dispositifs médicaux, on a la 14971 qui va nous permettre de décrire tous les risques qui sont liés avec nos produits tout le long du cycle de vie du produit. De la même manière, la 23894 va nous permettre d'avoir une approche risque aussi pour le système IA. L'idée, ce serait d'avoir une documentation unique pour notre gestion des risques qui puisse combiner notre risque lié avec notre dispositif médical plus le système IA. C'est juste une liste qui est non exhaustive, vu qu'il y a, dépendant de l'activité ou du secteur d'activité, il y a pas mal de normes qui peuvent s'appliquer. Là, c'était juste de faire un focus, de ne pas oublier toutes les autres réglementations qui sont applicables ou qui peuvent l'être. Donc, à savoir, le règlement général sur la protection des données. Par exemple, sur des systèmes IA qui vont avoir besoin de données à caractère personnel. Donc, l'idée, c'est d'être conforme avec cette réglementation. De la même manière, d'assurer une sécurité de ces données. Donc, à savoir la réglementation sur la cybersécurité et d'autres réglementations spécifiques suivant notre type de dispositif. Donc, une fois cette partie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est un système IA, quelle est la réglementation qui s'applique, quels sont les différents systèmes de management qu'on doit mettre en place. Donc, l'idée, c'est comment se préparer. Première partie, ce serait de faire une veille réglementaire sur l'IA Act, de connaître toutes les exigences qui sont définies, toutes les
normes qui sont publiées tout au long de ce calendrier. Et ensuite, d'anticiper la mise en place des exigences qualité dans notre système qualité. Donc, toutes les exigences qui seraient définies dans la 40-2001, les prendre en compte, en fait, dans son système de management de la qualité qui est déjà certifié. De se former, donc, sur les dispositions du texte, toutes les normes qui seront publiées, donc, que ce soit des normes sur la gestion des risques, sur des normes sur comment valider ces données. Et derrière, d'avoir une documentation technique qui va prendre en compte toutes les exigences côté IA Act qui sont définies dans l'annexe 4. Là, c'était juste de faire un rappel sur les grands processus qu'il faut mettre en place, donc à savoir sur la partie système qualité, la 13485 et la 42001 qui concerne l'IA. Sur la gestion des risques, il y a la 14971 qui est bien connue côté IDM. L'idée, c'est de prendre en compte toutes les exigences concernant l'IA qui sont définies dans la 23894. Et ensuite, souvent, ces IA sont embarquées dans un logiciel. C'est d'être en conformité avec la 62304 qui va nous donner qui va nous guider en fait pour tous les processus à mettre en place pour développer en fait notre logiciel. De ce fait, juste pour faire un rappel sur la structure des systèmes qualité. Donc, si on fait le parallèle entre la 13485 et la 42001, donc on se rend compte que c'est des exigences qui sont vraiment similaires. Donc, si on fait un focus sur la partie réalisation, qui est la partie la plus impactante côté DM et côté 42001, c'est vraiment des exigences qui sont similaires. C'est la même philosophie. Du coup, on retrouve les mêmes chapitres. Quand on fait son gap analysis, le gap analysis entre les deux normes, on se rend compte qu'il y a vraiment des similitudes. Donc, l'idée, c'est que toutes les exigences qui sont définies dans la 42001 peuvent s'insérer facilement dans la 13485 et toutes les exigences concernant le développement de logiciels qui vont s'insérer dans le chapitre 7 de la 13485 qui concerne la réalisation du produit, à savoir comment on design et on développe son produit. L'idée, concernant la stratégie de mise sur le marché, c'était juste de faire un rappel sur les différentes étapes qu'il faut suivre pour mettre sur le marché. Donc, à savoir la détermination de la classe de son produit, de s'assurer que les exigences concernant le design et le développement sont respectées, de documenter son dossier technique, de l'évaluer par un organisme notifié. Derrière, ça nous permet d'avoir notre marque SCE, faire notre déclaration de conformité. Et la dernière étape, ce serait de mettre sur le marché le produit. Donc, pour ce fait, la première étape, c'est de faire sa classification de son dispositif. Donc, comme rappelé précédemment, ce sont les différents niveaux de classification qui sont définis dans l'IA Act. Donc, à savoir plus des exemples de dispositifs qui sont concernés. Par exemple, si on prend le cas des dispositifs médicaux qui ont besoin d'une évaluation de conformité par une tierce partie, sont classés haut comme risque. Pour les risques qui ne sont pas acceptables, donc ça va concerner en fait les systèmes de reconnaissance faciale qu'on peut utiliser dans les espaces publics. Donc, c'est quand la deadline sera en place, ces dispositifs ne pourront pas être mis sur le marché. Là, c'était juste de vous faire un rappel en fait sur la classification qu'on utilise sur la partie dispositifs médicaux et pour les logiciels, et de faire une comparaison avec la classification définie dans l'IA Act. Donc, l'idée, ce serait que de définir pour un système qui est concerné par ces trois types de dispositifs. Donc, les systèmes, il faudrait définir en fait la classification pour chaque entité. Et donc, la classification la plus élevée sera retenue en fait pour la classification de son système. De ce fait, quand on est concerné par l'IA Act, il y a un certain nombre d'obligations qui sont définies, donc à savoir pour les opérateurs et pour les utilisateurs. Donc, concernant les opérateurs, ce serait les obligations qu'ils auraient à faire, c'est de respecter toutes les exigences réglementaires qui sont définies dans l'IA Act, de mettre en place un système de management de la qualité qui serait conforme avec la 13485 et la 42001, d'établir et de maintenir une documentation technique pendant tout le cycle de vie du produit. Ensuite,
quand on a un IA, c'est de l'enregistrer dans la database, en fait, de DAMET pour l'UE, d'apposer son marquage CE et de signer sa déclaration de conformité. Et ensuite, de faire une analyse de son produit quand il sera mis sur le marché et ensuite de collaborer avec les autorités concernant des rappels de produits ou des notifications d'incidents qui peuvent avoir un impact très élevé. Donc, et côté utilisateur, l'idée c'est que pour les utilisateurs, en fait, qu'on leur fournisse des instructions d'utilisation sur les IA qu'ils doivent respecter, d'assurer une surveillance humaine pendant qu'on utilise son IA. Donc, son IA, l'idée c'est de mettre en place des processus qui permettent d'avoir une surveillance par l'humain. En fait, pour les distributeurs, les fournisseurs, en fait, de faire une notification quand ils ont des mauvais fonctionnements ou des incidents qui sont sérieux. Et ensuite, quand on manipule des données à caractère personnel, c'est de respecter toutes les exigences qui sont définies dans la réglementation générale de protection des données. Cette partie, c'est juste en fait pour expliquer comment les exigences de la 42001 peuvent s'insérer dans un logiciel. Concernant la 62304, l'idée c'est que pendant tout le long du cycle de vie, pendant tout le long du développement de notre logiciel, il y a différentes étapes. Et toutes ces étapes, ces exigences peuvent s'insérer à travers une gestion des risques. Quand on fait des modifications, de pouvoir les évaluer, de voir quelles conséquences qu'ils peuvent y avoir et de faire des tests derrière pour s'assurer qu'on répond toujours à nos intended use qu'on avait définis dès le départ et de pouvoir faire une évaluation de notre performance. Donc, pour ce fait, ce serait de faire juste un rappel, de dire que pendant tout le long toutes les étapes de développement de notre logiciel, d'avoir une approche qui est basée sur le risque pendant tout le long, de gérer des modifications, les configurations, à savoir qu'on peut avoir le processus de change management qui nous permettrait en fait de gérer toutes ces modifications, de les évaluer. Et juste un rappel, donc partant de la planification jusqu'à la libération de notre version de logiciel, de prendre en compte en fait toutes les exigences de l'IA concernant la gestion des risques, la gestion des changements, de les définir pour s'assurer qu'on a développé notre logiciel en tenant compte des exigences qui sont définies dans l'IA. L'autre étape importante, c'est que du moment qu'on a fait une classification de son produit, qu'on a mis en place un système de qualité, l'idée c'est d'avoir une gestion des risques. Donc, en fait, le but c'est que ce soit côté dispositifs médicaux ou côté IA, l'idée c'est qu'on puisse réduire en fait les risques pour chaque utilisation et derrière de définir un risque global, en fait résiduel qu'on puisse maîtriser, de réduire les risques en fait d'autant plus qu'on peut possible en fait. Donc pour ce fait, il y a la norme, la 23894 qui est déjà publiée, qui est un guide en fait sur l'application de la gestion des risques sur l'IA, sachant que côté dispositifs médicaux, la 14971 est bien connue par les acteurs. Juste pour faire un rappel, donc les différentes étapes quand on fait une gestion des risques, l'idée c'est de faire son évaluation des risques, d'avoir des mesures de contrôle du risque, de faire une évaluation globale de son risque résiduel et derrière de pouvoir conclure sur l'acceptabilité du risque concernant l'utilisation de son produit et derrière de faire des activités de surveillance post-market qui permettent en fait d'évaluer si on a de nouveaux risques ou pas. Et de ce fait, l'approche qui est définie dans la 42001, c'est aussi d'avoir une évaluation des risques, de traiter ces risques en mettant en place des mesures de mitigation et ensuite d'avoir une évaluation globale en fait, de l'impact que peut avoir notre système IA sur notre produit. Donc, juste pour donner des exemples qui sont définis dans la 23894, c'est d'évaluer les conséquences que peut avoir notre système sur les individus et de même que sur la société. Donc,
concernant les droits de l'homme, le bien-être physique ou psychologique des individus, la position légale de ces individus. Et suivant la classification qui est faite, en fait, souvent, ces produits ne sont pas mis sur le marché, ou sinon, ce serait de mettre en place des actions de mitigation qui permettent de montrer que ces risques sont maîtrisés. Donc, si on s'appuie sur la 23 894, il y a pas mal de recommandations en fait qui sont relatives à la gestion des risques sur le système IA. Et de même, de prendre en compte ces actions, les incorporer dans le dossier des risques en partant de la 14 971 qui définit vraiment l'approche risque qu'on peut avoir sur les dispositifs médicaux. Du moment qu'on a fait ces 3 premières étapes, l'idée finale, ce serait de rédiger sa documentation technique. Donc, la documentation technique telle que définie dans l'annexe 4 de l'IA Act peut s'insérer en fait dans la documentation technique qui est déjà existante. De ce fait donc l'idée c'est d'avoir une seule documentation technique qui va contenir en fait toutes les informations qui sont visées dans l'annexe 4 de l'IA Act, plus l'annexe 2 du nouveau règlement côté dispositifs médicaux. Juste pour conclure sur cette partie, donc l'idée première, c'est de pouvoir anticiper en fait, c'est d'anticiper la mise en place de ces exigences. Donc ça se fera à travers son système qualité. Donc d'avoir un système qualité qui est conforme à la 13485 côté DM et qui est conforme à la 40 2001, d'insérer ces exigences dans les activités de développement, de même que dans notre dossier de gestion des risques. Donc, pour ce faire, il faudrait, dès le départ, en fait, définir sa stratégie de mise sur le marché, de faire une veille réglementaire pour s'assurer qu'on prend en compte toutes les normes et toutes les exigences qui sont définies et qui concernent notre système, de faire une classification de son dispositif et par la suite de pouvoir réviser sa documentation technique pour qu'elle soit conforme aux deux exigences, juste avant de faire son évaluation par une tierce partie et d'obtenir son marquage CE et de mettre sur le marché son produit. Donc, c'était tout de mon côté pour la présentation de l'impact de l'IA et de comment mettre en place ces exigences dans notre système qualité qui existe et être conforme par rapport à les exigences qui sont définies dans les deux types de réglementation. Merci Ibrahima. Je vois qu'il y a beaucoup de questions et peut-être on peut en prendre certaines avant de donner la parole à Laure pour son retour d'expérience. Alors je pense que vous y avez déjà répondu partiellement, mais peut-être d'accord, je vais relire pour voir entre l'IACT et le MDR, savoir si les organismes notifiés qui se chargeront de l'évaluation de l'un le feront pour l'autre. Enfin voilà, essayer de mieux comprendre. D'accord. Les normes. Je pense que je peux commencer par répondre sur les ON. Donc l'idée c'est que en fait, pour le moment en fait, il n'y a pas encore d'ON qui sont désignés en fait sur l'IA Act. Donc ça se fera par la suite, je pense, ça se fera courant 2025. Mais c'est pas encore sûr que ce seront les mêmes acteurs qui font le marquage CE qui vont faire qui vont faire l'évaluation d'un système IA. Après, voilà, et savoir aussi si est-ce que l'objectif de l'IA Act est de certifier l'IA intégrée dans le DM en plus du marquage CE, ou est-ce que ça donnera lieu à des démarches complémentaires ou intégrées? Donc l'idée, ce serait peut-être de revenir sur cette partie. Mais en fait, l'idée, en fait, c'est que ce qui va primer, en fait, c'est la législation, en fait, sectorielle. Donc, quand on a un produit qui a déjà un marquage CE, l'idée, c'est que toutes les exigences qui seront définies dans l'IA Act seront comprises dans la documentation technique. Et c'est comme si on faisait notre évaluation de marquage CE, mais dedans, on pourra prendre en compte, en fait, toutes les exigences de l'IA Act pour montrer qu'on est conforme. Mais l'idée, c'est de garder son marquage CE. Ce sera le marquage CE qui va primer, mais en même temps, toutes les exigences qui sont définies dans l'IA Act seront
vont faire l'objet d'une évaluation. Après, je ne sais pas si on peut avoir un retour, voilà, pour savoir est-ce qu'on a bien répondu pour savoir si la réponse convient. Il y avait d'autres questions sur l'articulation entre les normes ISO, savoir parce que alors je vais essayer de reprendre les questions. On s'y perd. Vous parliez de documentation unique concernant la gestion des risques et qui combinerait à la fois la 14971, la 23894 et la 42001. Dans quelle mesure revendique-t-on ces trois normes dans notre système qualité? D'accord. En fait, sur la 42001, en fait, la 42001, c'est vraiment dédié au système qualité. C'est l'équivalent de la 13485. Donc, c'est la partie gestion des risques. Il faut juste tenir compte de la 14971 côté DM et la 23894. L'idée, c'est que de pouvoir d'avoir juste un seul process de gestion des risques, mais qui va combiner, en fait, tous ces risques. Donc, les risques côté DM et tous les risques concernant l'IA. Donc, en partant de l'utilisation qui est prévue ça permettrait de définir, en fait, quels sont les différents niveaux de risques qu'on peut avoir. Et ces risques vont s'insérer dans la 14971, sachant que c'est assez similaire dans l'approche qui est faite. L'idée, c'est de faire son évaluation des risques, de mettre en place des mesures de traitement de ces risques, et d'ailleurs, en fait, de faire une évaluation du risque résiduel qu'on peut avoir. Et ensuite, de pouvoir conclure que ce risque est minime, sachant qu'on a mis en place toutes les mesures nécessaires, en fait, pour pouvoir réduire le plus bas possible ces niveaux de risque. Merci. Après, on prendra peut-être un second temps pour répondre aux autres questions. Je pense qu'on peut poursuivre avec le retour d'expérience de Laure. En tout cas, merci Ibrahima. Et donc, oui, pour ceux qui n'auraient pas eu des réponses à leurs questions, voilà, il y aura une deuxième salve suite question. À la présentation de Laure. Bonjour à tous. Déjà, tout d'abord, merci de me permettre de partager notre l'expérience d'EOS sur la première soumission, enfin notre premier produit incluant de l'IA aux États-Unis. Je vais juste revenir rapidement sur qui est EOS et ce que l'on fait. Donc EOS, c'est d'abord une entreprise qui fait un système d'imagerie médicale et une suite de logiciels associés à cette solution d'imagerie. C'est une entreprise aujourd'hui qui distribue ses produits dans le monde entier et qui a rejoint en 2021 le groupe Alphatec Spine, qui est une société qui fait des implants rachidiens et qui est basée aux États-Unis. On compte aujourd'hui environ 150 employés, donc on est une société de taille moyenne. Notre objectif en tant qu'EOS, c'est de couvrir tout le parcours de soins du patient, du diagnostic jusqu'au suivi post-opératoire, et donc de fournir un certain nombre d'outils pour être capable de diagnostiquer correctement, d'aider le chirurgien à diagnostiquer son patient, de l'aider à planifier son intervention chirurgicale et enfin de l'aider à évaluer l'efficacité finalement de cette chirurgie. Je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement d'un produit qui permet, qui est la première étape de notre outil de planification, de nos outils de planification chirurgicale, qui s'appelle VA-Align, qui est un produit qui permet de faire une analyse des déformations de la colonne vertébrale et des troubles de l'alignement des membres inférieurs. Donc cette solution, elle utilise nos propres images. Donc c'est un des avantages qu'on va avoir puisqu'on utilise nos propres images pour faire
de l'intelligence artificielle. Et on va venir les algorithmes d'IA vont venir superposer sur les images frontales et latérales du patient des repères. Donc, ces repères, ils sont disponibles par l'utilisateur et il peut venir les modifier. Donc, on a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour initialiser ces différents marqueurs que vous pouvez voir là. Donc, c'est les marqueurs qui sont au niveau de la colonne vertébrale en bleu et au niveau des membres inférieurs en rouge et en bleu. Donc, l'utilisateur va pouvoir ajuster cela et on va venir sur la gauche lui afficher un certain nombre de paramètres cliniques qui vont lui permettre d'évaluer l'alignement de son patient. Revenir juste rapidement sur du coup où on se situe dans le monde de l'intelligence, dans tout ce qui est technologie de l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui, notre solution, elle va être juste en bas dans la partie Deep Learning avec boucle fermée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre algorithme d'intelligence artificielle, il va être entraîné pendant notre phase de développement mais il ne va pas évoluer en fait en phase clinique. Donc, on vient vraiment figer notre solution avant le déploiement de cette solution-là. Ce que nous savions avant de soumettre cette solution côté Synsyndicat, c'était qu'on avait besoin et la nécessité de valider clairement le calcul de nos paramètres cliniques et d'avoir une démonstration solide d'équivalence par rapport à un predicate. Dans notre cas, on a utilisé notre produit précédent, notre régénération de modélisation 3D précédente, qui était un outil purement manuel. On s'est basé sur un certain nombre de guides de la FDA, un certain nombre de normes, et puis on a pris le risque de considérer l'IA sans plus ni moins qu'un logiciel, comme un algorithme standard, et donc d'être très léger sur ce qu'on a soumis initialement côté documentation sur nos algorithmes d'intelligence artificielle. Juste pour revenir sur quelques dates, on a soumis le fin juin 2023. Très rapidement, la FDA, au mois de juillet, est revenue vers nous pour nous demander des éléments sur la partie intelligence artificielle. Fin août, nous a envoyé un certain nombre de deficiencies sur l'intelligence artificielle et sur la cybersécurité. Et à partir de là, on a commencé à avoir beaucoup d'échanges avec eux pour clarifier quelle était leur demande et clarifier qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment qu'on prouve sur cette partie intelligence artificielle. Ce que l'on a appris de ces échanges, c'était l'importance de bien décrire son dispositif médical et de bien fournir une vue d'ensemble de l'algorithme pour pour que la FDA puisse faire au mieux son évaluation. De manière générale, de bien identifier quelle était notre population cible, quelle était la définition, comment nos bases de données étaient structurées, comment elles étaient réparties en termes de population. Donc voilà, quel était exactement le workflow, la pratique clinique qu'on adressait, mais aussi comment et quels étaient nos process pour gérer l'apprentissage de nos algorithmes. Que ce soit d'éclaircir clairement est-ce que c'était du manuel, du automatique, est-ce que c'était une combinaison des deux. Donc ça, c'est un premier point sur la partie description du dispositif qui nous a été remonté. Pour rentrer un peu plus dans le détail, clairement, côté base de données, il faut être très précis dans sa spécification
et dans la justification de son contenu, c'est-à-dire qu'il faut bien décrire les critères d'inclusion, d'exclusion, toutes les données démographiques, les antécédents médicaux, mais aussi les conditions dans lesquelles les examens de radiologie ont été faits, les techniques utilisées. Et bien aussi, ce qui nous a été demandé, c'est aussi de justifier le nombre de sites de collecte afin d'éviter tout biais dans les données d'entraînement. Donc la combinaison de tout ça nous a contraint à reclarifier clairement, basé sur des données de la littérature, la construction de notre base de données d'entraînement et notre base de données d'évaluation qui devait donc être bien séparée de notre base de données d'entraînement. L'autre point clé sur lequel la FDA a beaucoup insisté, c'est sur le standard de référence. Notre standard de référence étant notre précédent produit, on était parti sur finalement une utilisation de notre produit en interne et donc toute la partie modélisation via notre ancien produit était faite par une équipe en interne. La FDA a beaucoup challengé tout ça et considère qu'aujourd'hui, les seules personnes compétentes pour évaluer et interpréter des images de radiologie, c'est un médecin. Donc, on a dû reprendre toutes nos données d'évaluation et les faire revoir par des experts. Donc, voilà. Dans la deuxième leçon qu'on a apprise, c'est la nécessité d'évaluer la performance de façon autonome de l'algorithme, même si aujourd'hui, on a une solution qui fait finalement une initialisation de ces repères et que l'utilisateur a toujours la possibilité de les modifier et de les ajuster. Ce qui importe le plus à la FDA aujourd'hui, c'est l'évaluation de l'algorithme pur. Et pour ça, il a fallu, ce que je redis tout de suite, donc redéfinir un petit peu plus notre population, justifier nos échantillonnages basés sur de la littérature, aller dans la précision, donc de s'assurer qu'on avait testé chaque point et chaque sortie de notre IA, tenir compte de la variabilité des cliniques et de la variabilité clinique, et définir un certain nombre de sous-groupes et d'évaluer les performances par sous-groupe. Il nous a aussi été expressément demandé de présenter nos résultats sous forme de diagramme de Blant-Altman, qui était pour notre évaluateur de la FDA la référence pour ce genre de dispositif. L'autre point qu'on a appris, c'est qu'effectivement, l'IA, ça reste un logiciel. Donc, il faut aussi se conformer au guide de la FDA lié au logiciel et suivre les normes liées au logiciel que sont la 14971, la 62304 et la partie usabilité 62366. Donc, oui, il faut une documentation des specs, de l'architecture et des tests d'intégration et de vérification. Mais c'est aussi le point important de justifier aussi de la cybersécurité de cette partie d'algorithme aussi. Via la description des activités et la modélisation des menaces, les analyses de risque de cybersécurité et des tests faits par un tiers pour être capable de justifier et de valider la solution. Enfin, dernier point que je voulais partager avec vous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que même si tous les guides de la FDA ne sont pas applicables à notre produit, on s'est aperçu que la FDA faisait référence à ces guides, notamment en termes de langage. Dans la deficiency, la première fois qu'on nous parlait de standalone performance testing, on a eu du mal à trouver
d'où venait ce terme, à quoi ça correspondait. On s'est aperçu qu'en fait, l'AFDA se basait aussi sur utiliser des guides, non pas directement applicables à notre produit, mais en tout cas où considérait qu'ils étaient très proches et utiliser ce langage-là. Donc, il est aussi important de ne pas juste avoir une vision sur les guides qui peuvent être juste applicables à l'application qu'on développe, mais de regarder un petit peu à côté. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre les questions de la FDA en allant chercher dans d'autres guides qui n'étaient pas applicables à notre produit. Il faut être très précis dans la description des méthodes, dans la partie recueil de données, gestion des bases de données, présentation des résultats. Et aussi, le dernier point, c'est l'information d'utilisateur. Donc, dans le manuel utilisateur, être très clair sur l'indication d'utilisation, sur les contraintes, sur les limitations du produit, et d'expliciter clairement les performances de l'algorithme et les performances cliniques du produit dans le manuel utilisateur. En résumé, je dirais que les 10 principes directeurs de la revue par la FDA, c'était on a utilisé des experts pour comprendre pleinement les performances du dispositif médicaux et pour évaluer sa sécurité. Donc, des statisticiens, des cliniciens, des développeurs IA. Les exigences de la FDA sur le développement des logiciels et sur la cybersécurité continuent de s'appliquer aux algorithmes d'intelligence artificielle. La population de l'étude doit être représentative de la population de patients visés. Les tests de performance sont réalisés à partir de données indépendantes et isolées des données de développement et d'apprentissage. Et les meilleures méthodes disponibles pour développer un standard de référence garantissent que les données cliniques sont pertinentes et bien caractérisées, sont collectées et que les limites de la référence sont comprises. L'AID privilégie l'utilisation de données de référence reconnues dans le développement. Ensuite, la conception du modèle doit être adaptée aux données disponibles et doit refléter l'utilisation prévue par le dispositif. L'accent est à mettre sur les performances de l'interface homme-machine. Donc, il ne faut pas exclure du modèle l'humain, il faut le laisser dans la boucle et il faut prendre en considération le facteur humain. Les tests doivent démontrer que les performances de l'appareil dans les conditions, doivent démontrer les performances de l'appareil dans des conditions cliniques pertinentes, en ayant des plans de test statistiquement fiables, élaborés et exécutés pour générer des informations cliniquement pertinentes. Les utilisateurs doivent recevoir une information claire et précise sur les performances du dispositif. Et enfin, les modèles déployés doivent faire l'objet d'un suivi des performances et une réévaluation régulière des risques. En résumé, je vous ai remis un petit peu les 10 principes que je viens d'élaborer ici, un peu en détail, mais je ne sais pas forcément... Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas qu'il y ait des questions dans le chat à ce sujet. Ah, peut-être. Merci. Présentation respective. On approche de la fin du webinaire, donc peut-être qu'on va pouvoir prendre une ou deux questions. Je pense que je peux répondre à la question sur la 42001 pour savoir si c'est quelque chose d'obligatoire. En fait, comme la 13425, c'est pas obligatoire, mais en fait, cette norme va nous permettre en fait de répondre à toutes les exigences qui sont définies dans l'IA Act. Donc, le fait de ne pas suivre la 42001
ça ne nous garantit pas en fait d'être conforme en fait avec l'IA Act. Donc de façon, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment conseillé en fait. Il y a beaucoup de bruit, Ibrahima. Alors, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous micro. Vous pouvez reprendre, Ibrahima. D'accord. Donc je disais en fait que la 40 2001, c'est un outil qui va permettre en fait de respecter toutes les exigences qui sont définies dans l'IA Act. Donc le fait de ne pas être en conformité avec la 40 2001, ça nous expose à ne pas prendre en compte toutes les exigences qui sont définies dans l'IA Act. Comme pour la 13485, mais on sait que du moment qu'on est conforme avec la 13485, il y a 90% des exigences pour le marquage CE qui sont déjà respectées. Donc, je ne dirais pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé d'être conforme avec la 40 2001 pour pouvoir respecter toutes les exigences définies dans l'IA Act. Merci pour ces précisions. Donc, vous recevrez normalement le replay pour peut-être rentrer davantage dans le détail. Que ce soit Katharina, Ibrahima ou Laure reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et peut-être juste dans les derniers instants qui nous restent, vous donner un peu de visibilité sur les prochains événements France Biotech. Donc, on a le France Biotech Development Day le lundi prochain, donc lundi 18 matin à Paris Santé Campus. Donc, c'est un événement qui adresse tous les enjeux autour du développement clinique et préclinique pour les biotech et les medtech principalement. Donc voilà, on espère vous y croiser nombreux. Et notre grand événement phare qui aura lieu le 2 décembre prochain à Lille, le CHUF Tech Connection Days, toute la journée, qui a vocation à réunir les entrepreneurs de santé numérique medtech et les établissements de santé. Donc il y aura les directions générales d'une grande partie des CHU de France qui seront présentes. Donc voilà, c'est un moment d'échange, de convivialité pour revenir voilà sur les différents sujets qui concernent les deux publics et voilà, et se faire rencontrer l'écosystème. Donc on vous met dans le chat les liens d'inscription pour les deux événements, le CHU et on va faire de même pour le France Biotech Development Day. Mais voilà, donc vous les aurez. Et donc de la même manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc on se dit à très bientôt pour les prochains événements France Biotech. Ibrahima, Katharina et Laure, merci d'avoir votre temps. Merci Mathieu. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.